Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous du cycle de conférences qui est organisé par la Haute École de Santé de la HSSO Valais-Wallis et qui s'intitule « L'avenir du système santé suisse à l'horizon 2030 ». Nous avons déjà eu la chance de bénéficier de l'expertise de Mme Brigitte Rory-Fettmans en décembre passé, puis du professeur Antoine Flao en janvier de cette année. Ces conférences ont lancé brillamment ce cycle de 5 événements qui s'achèvera en mai prochain. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir la professeure et médecin Stéphanie Monod. Madame Monod est professeure titulaire à l'Université de Lausanne, médecin-chef et co-chef du département épidémiologie et système de santé à Unisanté, médecin spécialisé en médecine interne générale et en gériatrie, aussi la présidente du conseil professionnel de ESAF et présidente de l'AURIS, l'Ordre Santé Sociale Beau. Donc, active dans la recherche du domaine de la gouvernance et de l'organisation au système santé suisse, elle vient nous présenter les défis de gouvernance du système de santé suisse à l'horizon 2030. Le système de santé suisse est confronté à des transformations profondes, tant sur le plan de la gouvernance que l'organisation. La population vieillit, les maladies chroniques augmentent et les attentes des patients évoluent. Parallèlement, les avancées technologiques, les pressions économiques et la globalisation des enjeux sanitaires redéfinissent les règles du jeu. Comment le système de santé suisse peut-il s'adapter à ces changements, tout en garantissant un accès équitable à des soins de qualité? La professeure Stéphanie Monod apportera son éclairage sur les modèles d'organisation et de gouvernance permettant d'assurer un système de santé efficace et durable. Donc, nous vous encourageons à saisir cette occasion pour aussi poser les questions, partager vos perspectives et réfléchir ensemble à l'avenir du système de santé en Suisse. La conférence, comme d'habitude, durera environ 40 minutes. Elle sera suivie de 20 minutes d'échange avec l'intervenante. Et à l'issue de la session, nous aurons à nouveau le plaisir de vous inviter à un apéritif offert et propice à poursuivre les discussions dans un cadre convivial. Nous espérons vous revoir nombreuses aussi pour la prochaine conférence de ce cycle que je vais déjà annoncer. Le prochain rendez-vous se tiendra dans cette salle le mercredi 16 avril avec le Dr Philippe Schaller qui lui abordera la thématique des soins intégrés. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en ligne sur le site de la HSSO Valais-Wallis. Et je vous prie maintenant d'accueillir la professeure Stéphanie Monod pour sa présentation. Merci beaucoup, Lara. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'inviter pour Carnaval, comme ça je peux redescendre tout le Valais après au Carnaval. C'est un lourd programme qui m'a été annoncé. Et puis, en fait, on va quand même rester sur des questions un peu plus de gouvernance et un peu plus de politique peut-être, vous le verrez à la fin. Alors, par exemple ici, comme ça, voilà. Il y a un truc qui est parti, c'est pas grave, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui sont partis. C'est grave. En fait, la question, c'est vraiment l'avenir du système de santé. Je ne mets pas forcément de date, mais vous verrez que les chiffres, c'est à peu près 2030, 2040, 2050. Et puis, en fait, tout l'enjeu qu'on a, c'est d'essayer de repenser ce système pour qu'il s'adapte finalement aux besoins de la population et puis qu'on arrête de s'adapter au système. Comme ça, c'est la conclusion. Évidemment, quand on pense à l'avenir, il faut toujours se rappeler un peu d'où on vient. Et puis, je pense qu'on l'a trop oublié, en fait, cette histoire du système de santé. Donc, je vais recommencer par ça. Ensuite, rethématiser les enjeux que, ma foi, vous connaissez bien. Et puis, à la fin, aborder le fait de dire comment on sort de cette histoire. Et à la fin, c'est une question de démocratie que nous allons, j'espère, chérir ces prochaines années en Europe et puis évidemment en Suisse, parce que tout ça est une question de science et de démocratie. Alors brièvement, l'histoire, c'est juste se rappeler, parce que c'est important, que pendant longtemps, la question de la santé, même si elle n'était pas forcément nommée, en fait, c'était une affaire de collectif. En fait, d'être soi-même, on était en bonne santé si le collectif dans lequel on vivait, la communauté dans laquelle on vivait, était en bonne santé. Et ça, on l'a furieusement
oublié, tant on est orienté vers une santé tout à fait individuelle. On nous serine aussi avec cette question de la responsabilité individuelle, comme si chaque individu était complètement indépendant de l'environnement, de la communauté dans laquelle ils vivent. Mais c'est sûr qu'en termes de santé, les premières images qu'on a, c'est la lutte contre les épidémies, qui se sont rappelées à notre bon souvenir en 2020. Et on était en train de protéger la population. On ne cherchait pas à ce que l'individu ne souffre pas, on cherchait juste à ce que la population ne soit pas complètement décimée. Donc c'était assez brutal en termes de mesures sanitaires. Et puis en termes de soins, c'est aussi assez vieux. Là, il y a une infographie qui vous explique à peu près comment on traitait la goutte, qui goûtait du sang, les hémorroïdes aussi, qui saignaient pas mal, et puis les hernies inguinales, etc. Donc, de tout temps, il y a eu plein d'acteurs qui faisaient ça. Mais nous, on vient d'où? En fait, notre système aujourd'hui, il vient d'où? Et en Suisse, comme ailleurs d'ailleurs, dans les pays occidentaux, les premiers acteurs du système de santé, et ce qui va faire système, vous le verrez, c'est vraiment les médecins, les caisses maladies déjà, et l'État, en fait. Les médecins, pourquoi? Parce que, en fait, avec le développement de la médecine, on comprend de mieux en mieux la physiologie, la physiopathologie, on commence à comprendre ce qui se passe dans les organes, et puis tout d'un coup, il y a ce grand focus qui se met sur l'individu. Donc on oublie gentiment le collectif ici, vous voyez à gauche. Et puis on commence à s'intéresser vraiment à l'individu, et puis on comprend ses organes, cette maladie, puis on commence à guérir. Donc ça devient assez fascinant, et alors très vite on oublie le collectif, parce qu'on se dit finalement le collectif n'est pas très important si on arrive à soigner chaque individu. Et puis, donc, à la fin du 19e, début du 20e, c'est vraiment la profession de médecin qui devient un véritable monopole, assez rapidement, en fait, avec en particulier une réglementation des examens médicaux qui date de 1877 en Suisse, et qui va mettre de côté tous les barbiers chirurgiens, autres rebouteux, etc., en disant il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule science, il n'y a qu'une seule profession qui va être détentrice du savoir sur la santé, et ça va être les médecins. On en souffre encore aujourd'hui, ce n'est pas ici que je veux le dire. Ensuite, les hospices, qui étaient tenus par des sœurs, etc., se transforment en hôpitaux, en cliniques. On commence à avoir des institutions spécialisées, les maternités, les cliniques psychiatriques, les sanatoriums. Ici, il y en a eu beaucoup. Et puis, en fait, on professionnalise en fait, les soins sous l'autorité médicale. On est encore, je crois que je ne vous apprends rien, on est encore dans cette situation-là, malheureusement, même si on lutte fort pour que ça change. L'autre acteur qui existait déjà, en fait, et qui s'est développé au même moment que l'industrialisation, donc on a créé des industries, et puis il y a cette classe bourgeoise qui finalement a pu émerger, et puis il y avait cette classe ouvrière qui était vraiment pauvre, avec peu de ressources économiques et peu de reconnaissance aussi. Et puis c'est une époque où on commençait à avoir des tensions sociales, et il y a des industries, des entreprises qui décidaient d'assurer leurs propres ouvriers au cas où ils tomberaient malades, ou ils mourraient, ou ils étaient handicapés. Donc en fait, il y avait vraiment, historiquement en Suisse, très très fort cette dimension de société de secours mutuel qui était en fait les prémices des assureurs maladie dans lesquels voilà, qui se sont un petit peu transformés, disons, si on peut ainsi dire. Mais il y avait vraiment cette idée d'assurer la population contre des risques financiers liés à l'accident ou au décès. Et puis le troisième acteur, c'est le rôle d'État qui se transforme. En fait, jusqu'ici, l'État, il avait plutôt cette préoccupation, comme on l'a dit, de lutte contre les épidémies, donc cette question de l'hygiène publique, pas tellement parce qu'il voulait protéger absolument sa population, mais enfin surtout pour qu'elle puisse être une force de travail, et puis qu'elle se taise un peu par rapport à ses revendications, parce qu'il faut bien se dire que partout en Europe, et puis surtout à l'Est, en Russie, il y avait des sacrés mouvements sociaux, et puis les États ont vraiment eu peur de ça.
ça. Donc, en fait, il fallait trouver quand même un sucre à donner à cette population qui commençait à revendiquer des choses. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, on a, avec cette croissance des inégalités sociales, l'État qui commence à endosser un rôle de protection financière, et c'est toujours comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire, c'est pas tellement le fait de dire, de parler des soins, mais on protège financièrement contre les aléas de la vie, la maladie, l'accident, et après, évidemment, le chômage, l'AVS, etc. Donc, c'était les prémices de l'État social, en fait, au début du siècle passé, et on passe gentiment d'un État gendarme à celui d'un État-providence ou État social. Et tout ça nous mène à la fin du 19e, en 1890. Est-ce que vous savez ce que c'est que 1890 ? Je la fais tellement souvent qu'il y en a sûrement qui savent maintenant. Puis en plus, j'ai mis une photo. Je pourrais vous demander qui c'est sur la photo. Ce Dieu le Père, là. 1890, c'est la date où le peuple suisse vote en faveur d'une assurance maladie et accident obligatoire. Et l'artisan de ces travaux, c'est Forer, un radical zurichois. Je ne pense pas qu'on pourrait réécrire l'histoire comme ça aujourd'hui, mais un radical zurichois qui a défendu très très fortement le rôle d'État social et qui a conçu un premier projet de loi, mais qui devait se baser sur cette votation populaire d'abord. En 1890, 70% le peuple suisse, masculin à l'époque, a voté en faveur de cette assurance maladie et accident obligatoire. Derrière, il aurait voulu implémenter la première loi sur l'assurance maladie, qui aurait été obligatoire au début du siècle passé. Et puis, c'était une loi absolument extraordinaire qui ferait pâlir d'envie tous les socialistes du Parlement aujourd'hui. Donc, il était extrêmement visionnaire et on lui doit ces travaux-là et il a mobilisé le peuple. Et on a eu donc cette première idée, donc le peuple inscrit dans la Constitution suisse. Nous voulons une assurance maladie et accident obligatoire en Suisse. Quand même un sacré progrès social, un sacré défi de société. Bon, on est en Suisse, hein, on est d'accord. On devra quand même attendre 100 ans pour avoir vraiment honoré la volonté populaire, puisque c'est seulement en 1994, quand on a voté en 1994, qu'effectivement l'assurance maladie est devenue obligatoire. Parce qu'en 1911, la première assurance maladie qu'on a faite, donc je mets de côté l'assurance accident, là il y avait consensus, on a pu faire ce qu'était la SUVA, on a pu faire cette assurance accident, elle était obligatoire, c'est une assurance publique, voilà, ça c'était check. Mais la maladie, c'était pas check du tout, et en fait on a dû attendre quand même quelques décennies pour arriver à cette LAMAL. Mais c'est pour dire que depuis 1890, on est exactement dans le même modèle de système de santé qu'en 1890. C'est un système dans lequel la population paye des primes d'assurance individuelles par tête. Vous le savez, c'est le débat depuis 1890, c'est le débat, hein, à des assureurs maladie privés, c'est depuis le début, qui payent ou qui remboursent des prestataires de soins, des professionnels de santé, des hôpitaux, etc., pour autant que ce qu'ils fassent est reconnu sur la liste ou qui sont autorisés à pratiquer, on dirait aujourd'hui, et qui vous soignent quand vous êtes malade. Et puis, donc, on est dans un système où on a une loi, parce qu'après la grande image de Forer, en fait, on a fait une loi qui se limite à dire eh ben, on met un cadre à tout ça, mais tant que les assureurs maladie et les prestataires de soins s'entendent, l'État n'intervient pas. Donc on est vraiment toujours dans cette situation-là où tant que les partenaires tarifaires, on dirait aujourd'hui, tant que ces partenaires tarifaires s'entendent, eh ben, l'État n'a pas de légitimité d'intervenir. Et c'est bien un peu notre drame aujourd'hui, parce que vous le verrez, on a des enjeux qui sont bien au-delà de simplement se mettre d'accord sur les prestations de soins qui peuvent être remboursées dans le cadre de l'assurance maladie. Parce que ce que vous devez bien vous dire, c'est que depuis 1911, chaque fois qu'on a une nouvelle pratique,
Chaque fois qu'on a un nouveau joujou, chaque fois qu'on a un nouveau médicament, chaque fois qu'on a une nouvelle manière de faire, chaque fois qu'on invente une nouvelle opération, eh ben, on pousse au forceps dans la lama et puis ensuite la lamale. Donc, pas très étonnant que ça donne ça. Ça, c'est 1930. C'est vraiment le début de la biomédecine, l'explosion vraiment des pratiques médicales. Et donc, ça, c'est les dépenses de santé en pourcentage du PIB. Et vous voyez cette évolution dans tous les pays occidentaux, à part ça, hein, c'est le même principe. En fait, nos assurances sociales ou les systèmes d'impôts dans les pays qui financent par l'impôt les soins, eh ben, on est dans une croissance qu'on peut dire infinie. Parce qu'on est bien d'accord que, et ici, il y en a bien, hein, des start-up aussi, chaque fois qu'on invente un truc, eh ben, on va se retrouver dans une nouvelle prestation. Donc, on n'a pas... D'ailleurs, on parle souvent du catalogue de prestations en Suisse, mais il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas la liste des trucs. On dit, l'assurance, elle suit les pratiques. Okay, et de temps en temps, on dit non, ça, on ne paye pas. Donc, on a une liste négative, mais on n'a pas un catalogue de prestations. D'accord ? Donc, par définition, notre assurance, elle absorbe tout ça. Et donc, on est dans une situation où, paradoxalement, je reviens à la question du collectif depuis le début, on se retrouve progressivement dans un système où, alors qu'on sait, c'est le petit bonhomme. Là, le petit bonhomme, il dit, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé ? Voilà. Alors, vous voyez que 50%, c'est nos comportements de santé, c'est faire du sport, bien manger, etc., pas trop boire, ce soir surtout. Voilà. Voilà. Après, il y a de l'environnement. Hein. Ici, on est bien, là, environnement, 20%, ça compte. Bien sûr, il y a votre génétique. Et puis, le petit chapeau, c'est l'accès aux soins. C'est le fait d'avoir un hôpital dans votre jardin ou bien d'avoir des médecins et des spécialistes super à proximité. Bah, ça représente seulement peut-être 10% de votre santé, en fait. Le problème, c'est à droite, c'est qu'est-ce qu'on paye pour la santé et qu'est-ce qu'on dépense pour la santé. Eh bien, on met tout notre argent pour le petit chapeau rouge. Voilà. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a complètement oublié cette dimension du collectif, cette dimension de recommandation de ce que c'est que la santé, cette dimension de protection de la santé, à part quand il y a des épidémies, on s'en préoccupe beaucoup trop peu. Donc, en fait, avec ça, on se retrouve aussi dans des débats qui, je vous assure, c'est depuis 1911, c'est presque les mêmes wordings qu'on peut trouver au Parlement fédéral de celles qu'on a aujourd'hui. Depuis le début, on s'écharpe sur la question des primes. Chaque année, on dit cette fois, c'est plus possible. Voilà, depuis 1911. Hein. Ça ne va pas, c'est des primes par tête. Il faudrait plutôt que ce soit des primes liées aux revenus. Voilà, rien de neuf, hein, ça fait plus de 100 ans. Combien on paye pour la participation aux frais, pour responsabiliser les patients, déjà. Et puis, comment on fait pour les subventions fédérales, la réduction de primes, etc. On essaye de réviser la LAMA. On fait une révision à peu près importante en 1964. Et puis, on fait, notez bien, des commissions d'experts 1921, 1947, 1952 qui aboutissent à rien, en fait. Et donc, le terme d'explosion des coûts, pour vous dire, il date de 1960. Donc là, ça fait un peu transpirer parce qu'on se dit, c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est un peu serré maintenant que ça va changer l'année prochaine, ni dans 10 ans, ni dans 15 ans, ni dans 20 ans, comme on y va. Mais quand même, on espère dans ce pays et on se dit, voilà la grande réforme de la LAMAL, 1994. Alors là, je vous mets, parce que ça me fait tellement plaisir, le message du Conseil fédéral qui a été, juste un extrait, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de pages, mais qui dit... Mesdames, Messieurs, le projet de loi 6 juin, qui porte en particulier sur l'assurance des soins, a pour but de réduire à néant les défauts du système en vigueur. Voilà. Ça, c'était les fonctionnaires ambitieux, voilà, de la Berne fédérale qui étaient convaincus que la LAMAL allait réduire à néant tous les problèmes et qu'on repartait sur de bonnes bases. Alors oui, elle a instauré davantage de solidarité, je ne vais pas faire la critique là-dessus. Elle a surtout introduit un truc qui s'appelle la maîtrise des coûts, qui va être fort efficace, comme vous le verrez. Et on reste en fait dans exactement le même système, c'est-à-dire tant que les gens s'entendent, en fait, on fait pas plus, si ce n'est qu'on fait un peu de bureaucratie parce qu'on vient contrôler si quand même ce qu'on fait là, c'est bien dans le truc, etc. On demande du reporting, etc., etc. Et on est très mauvais sur la bureaucratie.
Malheureusement, si on prend depuis 1995 jusqu'à 2021, on ne peut pas voir, disons, particulièrement une inflexion sur cette augmentation des dépenses de santé. Et surtout, ce qui nous fait mal, ici, ce que vous voyez, c'est la source, en fait, d'où vient l'argent pour les dépenses de santé. Donc, on a dépassé les 100 milliards maintenant de dépenses de santé annuelles en Suisse. Et vous voyez, en fait, ça, c'est l'évolution, mais tout ce qui est en vert et en bleu ciel, en fait, c'est les ménages. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est ce qu'on paye comme contribution finalement au système de santé. Et puis si vous prenez un peu de recul, on voit que cette proportion finalement, elle augmente et on n'est pas très étonné qu'on perçoive une forte pression maintenant sur les ménages, notamment de la classe moyenne, par rapport à cette charge de participation finalement aux dépenses de santé. Alors vous voyez qu'en Suisse, on ne se préoccupe que de ça, hein, la maîtrise des coûts, tout le monde qui s'entend, etc. Mais pendant ce temps-là, il n'y a à peu près personne. Non, bien sûr, les cantons font très bien leur job, mais pendant ce temps-là, au niveau fédéral, on ne pense pas le système ou très peu. En fait, et on laisse aller un système dans un pays riche, dans lequel on a beaucoup de moyens, donc en fait, on a finalement un système dans lequel on paye très cher, vous le verrez, mais finalement assez performant, et je me rappelle, 2014, on était deuxième en comparaison des meilleurs systèmes de santé du monde. Alors ça, c'est fait par les Américains. On peut dire c'était fait par les Américains, parce que je pense pas qu'ils auraient de la peine à faire encore les prochains. Bref, en fait, on comparait les meilleurs systèmes de santé du monde et nous étions effectivement les deuxièmes. Et on s'est dit, c'est pour la vie, parce qu'en Suisse, on est fort. Et en 2017, on était 6e. On se dit oui, mais bon. Et puis merde, alors en 2021, on était 9e. Et là, moi, je me suis dit, quand même, c'est vache ça, je vais quand même aller regarder. Alors, vous verrez que ce que j'ai trouvé, ça ne vous étonnera pas. En fait, sur la question de l'accès aux soins, on n'est pas très bon. D'une part, parce qu'on a un coût certain, donc il y a un renoncement aux soins, parce qu'en Suisse, en fait, il y a 3 éléments de renoncement aux soins. Il y a la distance, hein, si vraiment vous n'avez pas accès du tout, voilà. Il y a les listes d'attente, donc le renoncement aux soins, on dit ça c'est la France. Voilà, les déserts médicaux c'est la France. Ensuite, les listes d'attente, ça on dit c'est les UK, les Anglais, les listes d'attente horribles. Il faut attendre 6 mois pour une prothèse de hanche, 8 mois, scandale. Voilà. Mais nous on ne dit pas, mais le renoncement aux soins, chez nous, c'est presque 20% de gens qui renoncent aux soins pour des questions de coût. Et c'est le 3e facteur qui crée le renoncement aux soins. Ici, en Suisse, on n'en parle jamais. Ensuite, évidemment, chez nous, les dents ne font pas partie du corps. Vous le savez, là, il n'y a pas de couverture du tout des soins dentaires. Nous n'en avons pas besoin, c'est clair. Et puis, ce qui vous préoccupe certainement aussi, comme moi, c'est qu'on n'a pas d'accès systématique aux soins de première ligne. On a des soins primaires très faibles, les soins dans la communauté très faibles, et on n'est pas capable de prendre nos urgences en charge dans la communauté. On pousse tout ça un peu à l'hôpital. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup des hôpitaux, mais du coup, on a un taux d'hospitalisation relativement élevé pour des maladies chroniques que d'autres pays sont totalement capables de prendre en charge dans la communauté. Nous, on les pousse un peu à l'hôpital. Et vous savez comme moi qu'on devrait éviter toujours l'hospitalisation, pas seulement pour des questions de coût, évidemment, mais pour des questions pour les patients. En fait, il n'y a rien de pire que d'aller à l'hôpital, et là je parle avec ma casquette de gériatre en particulier. On a très peu de coordination des soins et on a une prévention très faible. Donc en fait, on est effectivement mauvais. Et puis le dernier qui nous plombe, c'est la bureaucratie. Vous voyez qu'on est les pires. En fait, non, il y a toujours les États-Unis qui sont quand même toujours pires que tout. En tout cas, déjà, ils étaient pires. Maintenant, malheureusement, je pense que ça va être encore pire. Et donc, on a une bureaucratie qui est effectivement extrêmement élevée en comparaison internationale. Donc, c'est un vrai problème. C'est pas juste que les soignants font les chochottes en disant que voilà, ils doivent remplir des trucs. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est devenu de nouveau 8e en 2024. Voilà. Mais en fait, ça fait quand même mal, et c'est un peu comme le ranking des CFF là, que vous avez vu, je pense, dans la comparaison européenne des compagnies de train. Ça vous a échappé ?
C'est vrai? Non, quand même. En Suisse alémanique, alors je peux vous dire, là, la slide, là, elle fait mal aux yeux, les Suisses allemands. Mais alors, en fait, ça, ils comparent tous les trains, les meilleurs trains en Europe. Eh bien, les CFF, on est là, en fait. Voilà. On est 11e. On est 11e, les CFF. Ça vous fait mal, quand même, non? Voilà. Oui. Ça fait mal. Donc voilà, le système de santé suisse, c'est un peu comme les CFF. On a une très haute estime et en réalité, merde, on peut... Non, les CFF, malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas de train de nuit, alors ça nous plombe un peu. Ça, on serait plus haut dans le ranking si on avait des trains de nuit. Mais comme dit mon fils, tu veux qu'on fasse quoi la nuit entre Zurich et Genève? Un train de nuit, il faudrait qu'il fasse du 10 km/h pour pas arriver à 3 h du matin. Bref, ok. Mais donc... en Suisse, comme on le dit, on coûte très cher. Et ici, maintenant, si on regarde ici à gauche, l'espérance de vie en bonne santé, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, parce que pousser l'espérance de vie pour pousser l'espérance de vie, je pense que personne n'en a vraiment envie. Mais si on compare l'espérance de vie en bonne santé et puis ce qu'on dépense par tête d'habitants, vous voyez, tous les pays... On est à peu près la même chose, faut arrêter de se la raconter, on n'est pas différent tellement des autres. Vous voyez l'Italie tout à gauche, le Japon, la France, la Suède, nanana. Les États-Unis font beaucoup moins bien que nous, et nous sommes là. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Suisse, par exemple, on dépense le double que ce que dépense l'Italie pour la même espérance de vie en bonne santé. Voilà. Alors après, on se dit, c'est où que passe l'autre moitié, disons, qui ne nous sert pas à être en bonne santé. C'est provocateur, mais c'est clair que le système de santé suisse est un monstrueux marché. Okay. Et donc, on ne sait plus très bien si ça sert vraiment la population ou pas. Mais dans toutes les enquêtes, et encore la même, les Suisses sont contents. Voilà. Donc, on paye très cher, mais on est toujours heureux par rapport à notre système de santé. Ça change un petit peu. Il y a une enquête qui vient de sortir là, sur les patients chroniques. On voit que la confiance dans le système de santé, elle n'est pas si extraordinaire. Elle est à 70%, sauf erreur, de la confiance à l'égard du système de santé. Et par exemple, l'Espagne, ils sont à plus de 85% de confiance dans leur système de santé. Donc en fait, il y a des trucs... Il faut casser les codes. On se raconte un peu toujours les mêmes trucs, mais en fait, pas différents des autres. Voilà. Alors ça, c'est aujourd'hui, et le problème, c'est demain. Demain, je vous la fais vite, on a plus de besoins de soins. Okay, il y a un doublement des 80 ans et plus à l'horizon de 2040-2045. Je pense que c'est un peu pire en Valais, avec une société qui vit un peu plus vite. On a des coûts de la santé qui ne sont pas maîtrisables, vous l'avez compris. Les professionnels de santé, évidemment, c'est un grand problème en Suisse parce qu'on a une très forte dépendance à l'étranger. Je crois qu'il disait, là, les pharmaciens, c'est 60%, les médecins, c'est plus de 40%, soins infirmiers, je pense que c'est au-delà de 30%. Et donc, en fait, c'est les pays surtout les pays limitrophes, en fait, qui nous fournissent en grande partie. Et je sais qu'en Italie, ils sont en train de prendre des mesures drastiques de rétention de leur personnel et d'engagement, disons, à la formation pour finalement des redevances aussi et des questions d'imposition. Et en améliorant les conditions de travail, ce que fait aussi l'Allemagne voisine et la France, parce qu'ils ne sont pas bêtes, eh ben, en fait, nous, on n'avance pas tellement sur ce chapitre-là. Et en fait, si on freine l'entrée en Suisse, alors qu'on n'a aucune régulation du nombre de professionnels dont on a besoin. On fait des discours, puis on dit « entendons-nous ensemble, canton, confédération, etc. » Ça, c'est la chance des soins infirmiers. Mais pour tous les autres, on n'a pas de nombre cible de professionnels de santé dont on a besoin dans le système pour faire marcher. On n'a pas de ça. Donc, en fait, si on ferme les robinets périphériques et puis si on n'améliore pas en parallèle, nous, les conditions de travail pour être toujours plus attractifs et d'un point de vue financier et d'un point de vue des conditions de travail, eh ben, on l'avait vu au moment du Covid, quand on a fermé les frontières, ça a été une négociation internationale de haut vol de la Confédération pour dire, les gars, vous ne fermez pas la frontière aux professionnels sans ça. On ne sait pas ce qui serait tellement advenu des HUG, probablement quelques ruines, parce qu'en fait, ils
sont complètement dépendants de ça. Il va manquer des lits, notamment en long séjour. Et puis tout ça, c'est sans compter le défi climatique qu'on a. Je vous montre juste ce rapport du département fédéral des finances qui a été publié il y a une année à peu près et qui traite pour la première fois à la fois l'impact du vieillissement sur les finances publiques en 2040, mais aussi la question de la neutralité climatique qu'on intègre peu. Ce qu'on voit, c'est que bien sûr, il y a des charges supplémentaires sur les finances publiques, avec évidemment l'AVS, les prestations complémentaires. Pour les cantons, c'est la contribution aux soins de longue durée, etc. Mais il y a aussi des charges supplémentaires liées aux investissements dans la neutralité climatique. Et surtout, il y a moins de revenus, parce qu'une grande partie une bonne partie des revenus aussi vient des taxes sur les huiles minérales, vous le savez, et les véhicules. Et donc, en fait, si on diminue ça, en fait, on a moins de revenus. Et en plus, une population qui vieillit, c'est une population qui contribue moins d'un point de vue de l'impôt. Donc, de fait, vous pouvez prendre le rapport dans tous les sens que vous voulez. Le taux d'endettement, il va s'accélérer de manière spectaculaire et je pense qu'on est qu'aux prémices des coupes qu'on va connaître dans tous les États, fédéral ou cantonal. Et je vous montre encore cette infographie, ce qu'on appelle le rapport de dépendance, parce qu'on pense toujours une société qui vieillit, c'est juste des personnes âgées qui ont plus de besoins de soins. En réalité, il y a moins d'actifs. Ici, c'est 1990 à peu près, vous voyez qu'on avait une personne de 65 ans et plus pour à peu près 5 personnes de 20 à 64 ans. Eh ben, en 2050, on va être sur une personne de 65 ans et plus pour 2 actifs. Okay. Donc nos enfants, ils vont devoir se retrousser les manches parce que les 2 actifs-là, ils vont avoir du boulot. Ça, c'est les chiffres pour le Valais, qui est un canton qui vieillit plus vite aussi, en tout cas en comparaison de Vaud et de Genève, par exemple. Donc, en fait, c'est le paradoxe, c'est que les cantons qui vieillissent le plus vite sont ceux qui auront les moins de contributions et qui auront le plus de besoins. Donc, il est vraiment assez urgent de se réinventer. Mais vous me connaissez, je ne me réinvente pas non plus. Je répète toujours les mêmes trucs. Ce qu'il faut, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est changer le mindset et puis dire maintenant, il nous faut absolument de la promotion de santé, de la prévention. On devrait travailler sur les questions de l'alimentation, hein, le taux de sucre, le taux de graisse, ces aliments ultra transformés qui vraiment créent des maladies, on le sait, évidemment le tabac, la santé mentale des jeunes, hein, vous voyez, ils ne seront que 2 déjà là, alors que s'il y en a un sur deux qui a la santé fragile, disons, eh ben, franchement, on n'investit pas où il faut. Parce qu'on peut bien dire, ouais, mais bon, il faut qu'ils arrêtent les écrans, puis il faut qu'ils se bougent. Mais bon, ok. Mais s'ils ne vont pas avec ça, je veux dire, on se prétérite nous-mêmes notre propre vieillesse, hein, on a compris. Donc, en fait, il faudrait vraiment agir fortement sur les questions d'environnement. Vous avez vu, la France a légiféré sur les PFAS. Incroyable. Donc voilà, on critique la France, mais malgré tout la France quand même. Ensuite, il faudrait vraiment, comme je l'ai dit, investir dans cette question des enfants. Et puis, ce qu'on ne mesure pas aussi, c'est qu'on pense toujours le climat en disant on fait trop de CO2, il y a trop de voitures, etc. Mais la réalité du changement climatique, c'est des mouvements migratoires énormes, c'est globalement une insécurité à travers le monde, et ici, localement, c'est des vagues de chaleur, c'est des décès en masse, certainement, à cause des vagues de chaleur. Et là, on n'est pas du tout en train de préparer un système de santé pour se dire comment on absorbe ces questions-là. Donc, on est vraiment très c'est vraiment des grosses tâches aveugles. Et puis de l'autre côté, du côté du système de soins, sachant qu'on ne pourra pas tous payer du high-tech encore incroyable à refaire marcher des gens qui ne marchent plus, etc. D'un côté, plus des soins palliatifs, plus des soins de longue durée, plus des soins à domicile, plus, puisqu'il n'y en a que 2, hein, vous vous rappelez. Et puis que peut-être il y a des robots, mais je ne suis pas extrêmement convaincue que ça va remplacer tout ça. Eh bien, en fait, on doit faire ce switch maintenant, de passer d'un système qui est aujourd'hui complètement centré sur l'hôpital, peut-être faire moins à l'hôpital, mais investir fortement dans la médecine de famille, des maisons de santé, Chaler va en parler, les soins de longue durée. Les soins de longue durée, c'est un vrai choix de société.
et ça va nous concerner, nous, en grande partie dans la salle, mais on devrait investir clairement là-dessus. Les soins de fin de vie. Ah oui, le Parlement maintenant a accepté une motion, je pense, sur les soins de fin de vie, les soins palliatifs, tant mieux. Mais en fait, on n'est pas du tout en ligne et on continue à penser exactement, comme depuis 1911, des histoires de petits cliquets, de comment on fait un peu moins de coûts, etc., etc. Alors qu'en fait, il faudrait dire, OK, on fait quoi ? On y va, on avance, c'est qui? C'est la Confédération, c'est les cantons, etc. Et là, évidemment, on est obligé de remonter à la constitution de la Confédération suisse pour savoir qui est responsable et qui peut siffler en disant « mais maintenant, allez, hop, on s'installe et puis on refait des priorités ». Donc c'est vraiment une question de gouvernance du système de santé suisse et c'est des travaux qu'on a pu conduire avec l'Académie suisse des sciences médicales qui propose l'instauration d'une loi fédérale sur la santé. Pourquoi? Parce que quand on pose la question « est-ce qu'on est prêt? Est-ce que quelqu'un est responsable dans ce pays de s'asseoir et de réfléchir ?» La réponse est non. C'est ça notre grand drame en Suisse, c'est que du fait de notre architecture fédéraliste, en fait, aujourd'hui, personne n'est responsable du système de santé. Donc, vous vous rappelez, l'assurance maladie, oui, c'est la Confédération, oui, on l'a mise en place, c'est clair, ça c'est de compétence d'un cadre de régulation qui est fédéral, mais tout le reste, tout ce qu'on n'a pas nommé, tout ce qu'on n'a pas dit que la Confédération, elle devait faire, c'est les cantons. Donc, on a 26 petits États, 26 petits micro-États, pas le Valais, enfin, Appenzell, Rhodes intérieur, 15 000 habitants, a les mêmes enjeux de questions d'accès aux soins de santé de sa population que la France ou l'Italie voisine. C'est complètement dépassé. De mon point de vue, 26 cantons morcelés comme ça, qui, on se le répète à année faite, sont responsables de la santé de la population, de l'accès aux soins, de l'organisation des soins, mais c'est absurde. Donc, en fait, il faut absolument repenser ça. Dans la Constitution, on ne parle pas de santé, parce que jamais on a dit « la Confédération, tu dois t'occuper de la santé ». On a dit « il faut garantir qu'il y ait de l'accès aux soins ». Oui, ça fait partie des valeurs de fond de la Constitution. Ou bien on dit « il faut une assurance maladie », mais il n'y a pas la question de la santé. La première fois qu'on a introduit dans la Constitution la dimension de la promotion de la santé, ça a été fait subrepticement quand on a voté sur l'initiative Enfants sans tabac. On a beaucoup parlé de la publicité. En réalité, les initiants avaient aussi fait une modification de la Constitution qui oblige la Confédération et les cantons à faire en sorte que la santé des enfants soit promue. C'est le premier mot de promotion de santé qu'on a dans la Constitution. On n'a pas de cadre légal qui définit les objectifs du système de santé. On se mélange entre cantons et confédérations sur les compétences. Ça, c'est le plus joli, c'est quand même au mois de septembre avec l'augmentation des primes. Hein, parce que, voilà, la conseillère fédérale dit, mais enfin, les coûts augmentent, ma foi, c'est normal que les primes augmentent. Les assureurs disent, mais nous, on fait les primes en fonction des coûts. Les cantons disent, mais nous, c'est pas nous, hein, l'assurance maladie, donc les primes, c'est pas nous. Donc voilà, et puis les prestataires, les médecins, ils disent, mais nous, on soigne les gens, quoi. Hein, voilà. Et voilà. Et après, hop, ça vous fait pendant 3 semaines la une des journaux, et après, on s'en va. Et donc, l'autre problème, vous le connaissez aussi, c'est le système d'information. On n'a pas de données. Chacun a des données, mais on n'a pas de cadre fédéral pour la gouvernance des données. Alors maintenant, il y a DigiSanté, on va essayer, il y a des millions, etc., pour un peu d'interopérabilité, mais ce n'est pas des éléments de gouvernance. Ce n'est pas des éléments où la Confédération, le mercredi matin, au Conseil fédéral, elle dit « Eh oh, la santé, c'est ça, et la santé, je vais la défendre par rapport à ce que tu me proposes là comme politique agroalimentaire ou je ne sais pas quoi ». Il n'y a pas, parce que Mme Baumschneider, elle n'a pas la compétence. Et puis on lui le rappelle bien. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, là je cite Laurent Courte, 27 ministres de la Santé incompétents. Donc à l'époque, il était ministre de la Santé, donc il avait le droit de le dire. Maintenant, il ne pourrait plus le dire. Donc c'est les 26 cantons plus le ministre fédéral. Un système ni gouverné ni gouvernable. Et quand on l'écoute, on voit bien à quel point les cantons, qui sont aussi ici présents, sont en fait submergés
comme tâche d'exécution de la Lamal, en fait. Et la capacité à penser le système en dehors de juste appliquer ce que dit la Lamal dans ce système, elle devient de plus en plus difficile. Donc effectivement, la proposition qui est faite avec l'Académie suisse des sciences médicales, c'est de dire qu'on doit revoir le cadre légal en partant de la Constitution, en proposant en particulier l'inscription de la santé dans la Constitution. C'est normalement un droit de l'homme, hein, la question du droit à la santé, mais chez nous aussi c'est toujours un peu compliqué, on n'aime pas trop appliquer le droit international, et chez nous c'est ce qu'on appelle qu'une norme programmatique, c'est-à-dire elle devrait enjoindre le Parlement à faire en sorte que, mais il n'y a pas d'obligation, si on veut, d'implémenter cette question du droit à la santé dans notre cadre légal. On doit revoir, alors il y a un postulat qui est en cours pour revoir les compétences confédération et canton, croisons les doigts, c'est 2 ans, mais ça peut peut-être avancer. Et effectivement, l'Académie propose une loi fédérale sur la santé qui définisse les objectifs d'un système de santé, les principes de sa bonne gouvernance et surtout les principes de régulation. Parce que comment on va faire l'arbitrage si on n'a pas la légitimité de dire bah non, bah ça on ne peut plus, ça on investit là on déplace cet argent parce que l'intérêt global de la population, on va devoir l'arbitrer. Alors la question c'est, si on doit faire une modification de la Constitution, en gros 2 solutions, il y a le Conseil fédéral aussi qui peut faire, je crois, mais en gros, est-ce qu'on peut attendre du Parlement fédéral qu'il initie des projets de réforme comme cela, soumis au lobbyisme, ou bien est-ce qu'on doit passer par le peuple avec une initiative populaire? Et c'est vraiment ce qui est en train de se discuter. Je vous montre là, c'est rien contre la Berne fédérale, mais j'aime beaucoup ce graphique en fait. Ce graphique, il explique en fait pour chaque votation populaire le nombre de fois où les partis gouvernementaux se sont accordés pour donner une instruction de vote. Donc vous voyez qu'on était presque à 80%. Dans les années 45-50, c'est-à-dire que tous les partis, alors il y en avait moins, tous les partis gouvernementaux donnaient à la population la même instruction. Là, les amis, il faut voter oui, ou bien là, il faut voter non. Okay, mais vous voyez un peu l'érosion, et puis où on se situe maintenant, ici, donc à moins de 10% de capacité de consensus au niveau du Parlement pour donner une instruction commune. C'est-à-dire que le Parlement aujourd'hui, avec des effets de polarisation qui ne sont pas propres à la Suisse, hein, mais on a une polarisation forte, et quand on regarde comment votent les partis au niveau fédéral, on a un recentrage de tous les groupes qui fait qu'en fait, il y a de moins en moins de parlementaires qui s'overlappent, si je peux dire, en disant, allez, il y a des PLR qui votent un peu plus à gauche ou des PS qui votent un peu plus à droite et qui permettraient de créer ces consensus communs. Aujourd'hui, de fait, depuis d'ailleurs, j'étais étonnée, mais ça fait depuis à peu près 2005, 2010, on est sur probablement une incapacité au niveau fédéral de créer suffisamment de consensus pour des réformes offensives. Et je pense que c'est ce que tout le monde ressent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, et puis à cause, mais à cause de notre démocratie directe, les partis ne partent pas à 1 ou 2, ne partent pas solo, par crainte de référendum. En fait, les partis, ils lâchent l'affaire par crainte de référendum. Ça, c'est le revers de la médaille de notre démocratie, de notre démocratie directe, en fait, où on voit qu'aujourd'hui, avec les immenses enjeux de société qu'on a, peut-être que tout ça n'est plus tellement adapté. Donc oui, s'il doit se passer quelque chose, ça devra passer par le peuple, mais par le peuple au niveau national. Et je vous montre, on a vraiment un souci sur la question de la santé. Autant les diagnostics sont posés, je trouve la même chose quand je parle en Suisse alémanique ou en Suisse romande, je pense qu'on constate les mêmes choses. Par contre, le chemin pour résoudre ou le chemin à investir pour aller plus loin est très, très différent. Donc il y a une urgence, et c'est tant mieux en Valais avec cette double culture, et aussi dans le canton de Fribourg. Mais quand on regarde l'année passée, ça c'était le EFAS,
Et ça, c'était les 10%, sauf erreur, ouais, l'allègement des primes. On a un problème de compréhension commune avec la Suisse alémanique, ou entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et moi, j'en fais là un enjeu particulier de pouvoir maintenant dialoguer beaucoup plus, parce qu'il faut bien se dire qu'en Suisse romande, on peut raconter ce qu'on veut, on est à peu près rien. Voilà. Berne fonctionne avec l'influence de la Suisse alémanique. Franchement, c'est quand même très difficile. Ils nous écoutent poliment et ils nous accueillent gentiment, faut dire. Mais moi, dans la plupart des grémiums où je suis toute seule de la Romandie. Et la Suisse romande, et je me mets dans le tas, hein, pendant longtemps, j'ai pensé que la Suisse romande, ça suffisait pour discuter de ces trucs-là. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça ne suffit pas du tout. Du tout. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles les Suisses alémaniques nous reconnaissent, dans les soins primaires, dans la question des réseaux, etc., des choses très novatrices, en fait. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas reconnaître ce qui est fait là, c'est vraiment le chemin pour changer ces éléments-là, il est très différent dans la manière de raconter les choses. Moi, la présentation que je fais en Suisse alémanique ou ici, elle fait 2 fois plus de temps en Suisse alémanique, parce qu'il faut que je prenne les gens avec en disant on est d'accord, ça ne va pas, d'accord. Mais alors, en fait, qu'est-ce qu'on devrait? Bah ouais, on devrait faire ça, on est d'accord, ok. Mais alors, finalement, qui c'est qui devrait le faire? Oui, alors ça, c'est les communes, d'accord, ok. Mais alors, finalement, pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'il n'y a pas le financement des cantons, parce que, en fait, oui, alors, comment on devrait faire? Il faudrait que les cantons, d'accord. Et puis alors ensuite, pourquoi on ne le fait pas, etc. Et puis après, on arrive finalement à des questions systémiques et des questions de gouvernance. Mais les premières fois que j'ai fait les présentations, où j'arrive tout de go en disant qu'il faut une modification de la Constitution, puis une loi fédérale sur la santé, j'étais rétamée, quoi. Je perds toute la salle en moins de 30 secondes, quoi. Donc il faut refaire ce chemin et refaire en fait Par contre, ce que j'ai entendu uniquement en Suisse alémanique, c'est de dire mais oui, ça, il faut une initiative populaire, il faut discuter avec le peuple, il faut débattre avec le peuple. Ça, j'entends pas tellement en fait en Suisse romande. On est plus prompt à se dire allez, que fait l'État, quoi. Et la Suisse alémanique probablement est plus proche aujourd'hui de débattre de ces questions de loi fédérale sur la santé, typiquement, que nous. Donc voilà, et je reclôture avec 1890 parce que ça me fascine quand même, cette décision en 1890 à 70%. Je suis touchée. Hein? C'est vrai? Je viens de regarder. Merde alors. Et le Valais était dans la Confédération? C'est quoi l'autre? Je suis triste pour vous. Hein. Ouais. Donc, mais quand même, ce projet de société, et voilà, moi je souhaiterais évidemment qu'il y ait un projet de société, parce que je trouve que la santé, c'est tout le monde, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de société, mais énorme, je trouve. Et la question de promouvoir la santé, la question de la santé des enfants, enfin de nos enfants, elle est quand même... je ne sais pas, elle est évidemment impressionnante. Ce qu'on souhaite comme système de santé, des perspectives, encore une fois, de société solidaire pour les jeunes, et puis une société qui vieillit, c'est aussi des questions de qualité de vie. Donc, il me semble que ça pourrait être un beau projet de société, mais je suis aujourd'hui convaincue que la suite, effectivement, appartient au peuple. Voilà, merci de votre attention.